Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver dans ce deuxième épisode de la pause, qui est en réalité le premier là qu'on vient de tourner. Je filme la scène de début à la fin. Aujourd'hui, on va parler de l'école et donc de la réussite. Vous êtes prêts ? On est prêt. On est prêt. Ruben, Pablo, est-ce que vous aimez l'école ? Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qu'il faudrait changer. L'école, dans l'ensemble, j'en ai une image plutôt positive. L'endroit est plutôt sympa en soi. Il y a les rencontres qu'on y fait, l'ambiance qu'il y a, qui est généralement plutôt bonne. Par contre, les cours c'est un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas en cours le matin, t'as l'impression que ça va vraiment te servir pour demain ? Ou tu vas plus par rapport aux gens qu'il y a, par rapport à l'ambiance et par rapport au fait qu'aujourd'hui, si tu vas pas à l'école, tous tes amis, tout est créé autour de l'école. Le système de l'école et du diplôme est vraiment au centre de la vie et de la vie active en fait pour la majorité des gens et en fait dans la société en général. Si on va pas à l'école en fait on n'a pas d'avenir en fait, tout commence par là. J'ai une vision de ça qui est différente où je me dis qu'effectivement il y a aussi beaucoup d'autres choses à explorer que le système scolaire et qu'effectivement on peut se tracer un avenir, une vie, une façon d'être sans forcément passer par là en fait. À mon point de vue, l'école déjà élémentaire et l'école jusqu'à au moins au CM2, l'école primaire et peut-être début collège sont très importantes au niveau de la sociabilisation, au niveau de l'éducation en fait. Mais je pense qu'on devrait quand même laisser une certaine liberté de pouvoir se détacher de ça plus facilement et d'arrêter de leur faire croire que c'est obligatoire pour réussir. Parce que l'école nous donne cette vision où la réussite scolaire est automatiquement, entre guillemets, accroché à la réussite professionnelle. C'est faux, les personnes qui réussissent le plus, c'était pas les meilleures à l'école. Effectivement, je pense qu'on peut regarder les biographies, les histoires des différents maîtres de ce monde. C'est pas forcément des gens qui n'ont pas eu de parcours scolaire, mais on peut remarquer que dans une grande partie des cas, en fait, les personnes ont construit leur schéma de vie totalement indépendamment de l'école. Ouais, c'est ça. Souvent, en fait, il y a des gens qui vont découvrir quelque chose via l'école, et c'est pas avec l'école qu'elles vont aller très loin là-dedans. Pour vraiment devenir excellentes et se spécialiser, elles vont le faire par elles-mêmes, en apprenant, en se formant par elles-mêmes. Mais c'est quand même l'école qui va leur faire découvrir ça. Et sans l'école, est-ce qu'elles le découvriraient ? Je suis pas sûr. Mais après, le fait de spécialiser et de vraiment... Donc, ça a un intérêt sur le début de la scolarisation, mais tout ce qui va être ce qu'on va apprendre au lycée, la plupart du temps, on s'en rend compte de manière générale, à la fin du lycée, tu te souviens, un très faible pourcentage de tout ce qu'on a essayé de t'apprendre. C'est un trop gros concentré en fait de choses à la fois intéressantes et aussi inintéressantes selon les matières, selon les choses, selon les intérêts des personnes. Parce qu'il y a tellement de choses concentrées en tellement peu de temps, on va dire, sans liberté forcément de faire autre chose à côté, que même parfois les gens qui se concentrent trop dedans, au final ils se retrouvent noyés en fait. Être trop exposé à l'école parfois vraiment peut empêcher de développer le reste. Tu regardes ce qu'on fait à l'école, c'est des matières, mais c'est pas des choses de la vie pratique. Oui. On t'apprend pas à faire une fiche d'impôt alors que toute ta vie t'en auras. On t'apprend pas à gérer tes finances, on t'apprend pas à gérer ton temps, on t'apprend pas à gérer tes émotions. C'est sûr. Par exemple, moi j'ai eu personnellement beaucoup plus d'heures sur le volcan que sur bien manger, alors que c'est beaucoup plus important. C'est essentiel. Voilà, bien dormir par exemple, c'est de la SVT. Le fait de bien dormir, qu'est-ce qu'une heure de sommeil ? Finalement, parce que c'est sûr que t'apprends des choses forcément, et heureusement, sinon il y aurait un problème vraiment important. Mais est-ce que s'attaquer directement à ces choses-là et avoir des cours de logique, des cours de culture générale, des cours de compréhension du monde serait pas plus pertinent que d'avoir des cours de maths et d'histoire ? Il y a un côté formatage dans l'école dans le sens où les horaires, les sonneries, le fait d'être heure par heure, ça c'est calqué un peu sur le modèle de l'usine, exactement. Le système scolaire actuel permet difficilement, en tout cas ne favorise pas le développement personnel extérieur, je trouve, et notamment avec le fait de donner énormément de leçons le soir. C'est-à-dire, si on regarde le temps passé à l'école, le temps sur une semaine que l'on prend à passer en cours, assis sur une chaise, à apprendre des choses déjà qui ne nous intéressent pas forcément, et on voit ensuite le temps qu'on nous rajoute sur notre temps personnel où on pourrait se développer, et ben effectivement on peut voir que parfois c'est vraiment une réelle perte en fait. Dans le système scolaire notamment allemand, oui. Voilà, on peut constater qu'en fait on a beaucoup plus de temps de respiration. À part le lundi, c'est du 8h-13h, voilà. Tous les après-midi sont libres. Tous les après-midi sont libres. Pour voir les amis, pour faire ce qu'on veut. Les cours sont plus intenses. Plus intéressant, plus pertinent. L'école a été créée. En tout cas, elle est devenue. Elle s'est démocratisée, l'école telle qu'on la connaît. Voilà, la révolution industrielle. Parce qu'à l'époque, c'était ça la réussite et fallait préparer les gens
à se lever le matin à 8h, à faire leurs heures avec des heures de sonnerie, des petites pauses, De l'autorité. la pause club, une autorité au-dessus. Voilà. Et est-ce que ce modèle d'apprentissage de connaissances commence pas à être dépassé? Est-ce qu'il est encore parti? Mais voilà, quand on regarde l'augmentation de l'entrepreneuriat, ce qui compte, ce qui importe, c'est la créativité des personnes, le fait de réussir à se démarquer du reste de la société pour offrir des services, pour offrir des manières de faire qui sont différentes des habitudes. Et justement le fait d'aller à l'école va stigmatiser les habitudes, les manières de faire, les manières de réaliser des choses. Mais est-ce que l'école, du coup, serait pas utile dans le sens où on a besoin de formater les gens pour que la société, telle qu'elle est, fonctionne? Si t'as 100% de gens qui entreprennent, t'en as 97 qui vont échouer, qui vont abandonner, et ils finiront par travailler pour les 3% qui ont échoué pour commencer, qui ont réussi. En tout cas, l'école devrait permettre aux gens de se développer comme ils l'entendent, et la majorité des gens se développeraient comme aujourd'hui l'école le propose. Mais il y a une minorité de personnes qui aujourd'hui aimeraient se développer différemment, notamment à travers le développement personnel. S'ils veulent le faire, ils le font, hein, mais ils le font à côté de l'école. Et ce serait bien qu'ils puissent le faire au sein de l'école. Je pense qu'il y a des choses à modifier en fait. Évidemment pas supprimer l'école, puisque comme on l'a dit et comme on va le dire encore, pour différents points, évidemment, si l'école est toujours là, c'est que elle a un rôle, clairement un rôle essentiel. Essentiel, très important, que ce soit dans l'éducation, dans l'apprentissage, voilà, bien sûr. Si tu regardes sur 100 ans, tu prends la société aujourd'hui et la société en 1920, c'est absolument pas la même. Elle a été bouleversée, mais elle n'a rien à voir. L'école, par contre, c'est à peu près la même. Évidemment que ça a évolué un petit peu, mais par rapport au bouleversement que la société a connu, c'est vraiment mineur. Bien sûr. Parce que quand la société évolue, l'école est censée préparer en fait. Son rôle, c'est une préparation à la vie active. Donc si la vie active change, il faut que l'école change aussi nécessairement, sinon elle est plus adaptée. Moi, ce qui fait que mon développement personnel, c'est par rapport aux gens que je connais, aux gens que je côtoie, à mes amis. Oui. Et tout ça, j'ai rencontré toutes ces personnes grâce à l'école. Quand même, la vie sociale serait affaiblie s'il n'y avait plus l'école. Même on l'a vu pendant le confinement, quand t'as pas l'école, ça réduit déjà le nombre de contacts que t'as. Et je trouve que donc là, on a un âge de 16 ans qui permet de se désolidariser volontairement de l'école. Je pense que justement, on devrait changer, rendre les choses un petit peu plus flexibles avant, à ces âges-là, 14, 15, 16 ans. On a le temps, on peut entreprendre, on peut essayer les choses avec une marge pour se tromper. C'est du temps qu'on n'aura plus une fois qu'on sera sorti de nos études, à 25 ans, etc. L'école s'est positionnée pendant longtemps, et à juste titre, comme la seule source de savoir accessible, entre guillemets. Dans le sens où, si tu voulais apprendre, à part si tu avais des moyens, ou des livres, c'était l'école, le moyen de savoir. Aujourd'hui, tu veux apprendre du savoir, il y a Internet, et avec Internet, t'as tout. L'ensemble de la connaissance est accessible gratuitement. Il y a, je pense, des profils qui sont faits pour l'école et d'autres pas. Et ça, c'est sans doute lié à l'éducation aussi. La manière dont tes parents t'éduquent, c'est sûr que ça joue sur comment tu perçois l'école. Oui, parce que l'école attend déjà un certain moule d'enfants, entre guillemets, à l'arrivée, et qui est dû à l'éducation. Du coup, l'éducation a une base inégalitaire. Des parents qui vont éduquer leurs enfants pas dans le, entre guillemets, le moule prévu par la société, ça va pas en faire des enfants plus bêtes pour autant, voire même souvent plus développés, mais qui vont pas être acceptés, enfin qui vont avoir plus de mal à accepter l'idée d'apprendre des choses qui les intéressent pas. Moi, mes parents m'ont toujours dit, Pablo, dans la vie, tu fais ce que t'aimes. Et on te soutiendra dans tous les cas. On connaît tous plusieurs personnes qui ont des parents qui tout simplement les poussent à faire de grandes études sans même se soucier de ce qu'ils ont envie de faire pour, entre guillemets, assurer une réussite de leur enfant. Mais je pense qu'il y a vraiment il y a des manières différentes de voir qui fonctionnent tout aussi bien. Si un enfant est incité à se développer pour faire ce qu'il aime, si ce qu'il aime ne correspond pas directement avec un cursus scolaire normal, et ben il va se détacher du système scolaire et peut-être avoir un petit peu de mal en fait, parce que n'y trouvant pas un intérêt particulier finalement. Il y a beaucoup de domaines qui se développent en ce moment, et notamment les domaines digitaux, les domaines de l'art, etc. qui sont, comment dire, beaucoup plus intéressants à exploiter en dehors d'un apprendissage droit comme à l'école. Des choses qu'on va vivre pour de vrai sur le terrain, qui vont nous apporter de l'envie, encore de la motivation en fait. Et on voit en fait ces dernières années qu'il y a une revalorisation de l'apprentissage en autodidacte, le fait d'apprendre soi-même. Parce qu'il y a quelques années, si tu n'avais pas fait d'études et que tu réussissais, on allait te dire c'est un coup de chance. Il n'y avait aucune valeur au fait de réussir sans passer par le système scolaire. T'étais un tricheur, entre guillemets. Alors que maintenant, maintenant ça va. Le fait d'avoir appris des connaissances, de connaître plein de choses et d'être au courant, enfin d'avoir tout appris toi-même par tes propres moyens, c'est même mieux vu que d'avoir fait son bac plus 8 et d'être rentré dans son entreprise direct. On se calque en fait sur le modèle américain de ces dernières années, qui est vraiment celui du self-made man, le mythe de... mais il existe, il est rare mais il existe, de celui qui a complètement arrêté l'école,
mais qui va réussir plus encore que les autres. Pour être prof, actuellement, ils font un bac+5. Mais par contre, à partir du moment où tu as un bac+5, tu peux passer le concours, mais dans tous les cas, il n'y a pas énormément de cours pour apprendre la partie éducation, enfin la partie de pédagogie, exactement. Et il y a une année de stage, mais qui en soi est devant des élèves qui, que tu réussisses ou pas ton stage, bah, ils ont passé l'année avec toi, quoi. Et ils ont reçu le savoir que tu leur as donné. Un professeur lui demande de parler couramment anglais pour enseigner en maternelle. Bah, c'est très bien, c'est de la culture supplémentaire, mais ça n'a pas une utilité fondamentale. Par contre, on va jamais leur demander de savoir gérer leur temps, leurs émotions, le contact, en fait, le lien qu'ils ont avec les élèves. Ça fait partie de la pédagogie aussi. On nous apprend depuis petit à prendre le professeur comme un exemple, alors que c'est pas forcément le cas. C'est pas spécialement meilleur que toi humainement. Il est meilleur que toi dans la catégorie qu'il enseigne. Je trouve qu'effectivement, c'est un problème qui se ressent même au travers des cours. On peut voir qu'en fait, il y a une espèce de hiérarchie clairement visible en fait entre l'élève et le professeur, qui est bien sûr nécessaire d'un certain côté pour instaurer un respect. Évidemment, le professeur apporte des connaissances aux élèves. Un sujet qui est intéressant également, c'est le fait que les professeurs, ils soient, on peut pas dire mal payés. Par rapport aux épreuves, à la quantité d'heures. Voilà, la formation, le capital humain qu'ils ont, ils sont pas spécialement bien payés. Au Japon, ils font l'inverse. Les élèves les plus brillants de la classe ont pour ambition de devenir professeurs. Ils sont extrêmement bien payés, la concurrence est très rude. C'est un peu celle de la médecine en France. Et cette concurrence-là, en fait, ça fait qu'il n'y a que les meilleurs qui sortent professeurs. Et on a vraiment des professeurs qui sont vraiment brillantissimes. En France, ils sont très diplômés, ils sont très intelligents, mais c'est pas les meilleurs élèves en général. Il n'y a aucun encadrement psychologique des enseignants, alors que ça devrait. Il y en a qui sont ouvertement malheureux. Il y a plein de profs qui vivent mal leur métier, par rapport au fait que, mine de rien, il y a plein de raisons, mais il y a aussi le fait d'avoir de rien de l'avenir de jeunes entre les mains, tu vois. En France, il n'y a aucun encadrement, dans le sens où si un prof il va pas bien, il prend un congé et il revient. C'est ça. Et quand le prof il a la responsabilité d'élève, c'est pas facile de prendre un congé non plus. Au-delà d'avoir l'avenir d'élèves entre les mains, il y a aussi tout l'aspect psychologique des élèves en eux-mêmes en fait, parce que les professeurs, en plus d'avoir ces responsabilités-là, ils ont aussi la responsabilité, mine de rien aussi, des relations directes avec les élèves. Parfois, ils peuvent voir que certains élèves vont vraiment pas bien, être au courant de certaines choses, etc. Un élève qui va se faire harceler, on va lui dire va en parler à ton professeur principal. Le professeur principal n'est pas nécessairement formé. Et pas nécessairement formé. Un prof qui a fait. Le principal, il a fait des études d'histoire et après des études de psychologie. En fait. C'est ça. Je trouve que c'est quand même important parce qu'on parle quand même de l'école et je trouve ça très important quand même d'aborder le système de notation qui est quand même quelque chose de vraiment centré, Les notes, qui est un système, je pense, qui crée une énorme pression sociale sur les élèves et qui peut décourager énormément, qui crée un stress fou en fait. Je pense que le fait de placer des élèves à capacités différentes, parfois extrêmement opposées, dans une même salle pendant 4 heures, pour au final obtenir une note. La note évalue pas du tout le progrès, il n'y a aucune valorisation de progrès, ça valorise les capacités à ressortir de la connaissance. Les notes, je dis pas que c'est ce qu'il faut, mais l'objectif, ce qui est demandé, c'est pas d'être excellent, enfin de se trouver un domaine. Le fait de se trouver un domaine, que tu sois excellent dans une matière, c'est bien, hein, mais c'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est d'être moyen partout. C'est ce qui est demandé. C'est beaucoup plus valorisé quelqu'un qui va être en 11 partout que quelqu'un qui va avoir de 8 et un 17. Ça, on dit que c'est irrégulier. Alors que c'est ce qui sert dans la vie, d'avoir un domaine où on est excellent. Le fait d'être moyen partout, c'est un objectif qui est purement scolaire.